Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Apprenti Survivaliste où nous allons parler du fumeux et funeste projet HARP et de son principal bras armé que l'on appelle les chemtrails et qui n'ont qu'une seule finalité, permettre à une poignée de délinquants suprémacistes de se prendre pour le bon Dieu en faisant de l'espace, du ciel et de la terre un redoutable système d'armement au travers de la manipulation du climat et des éléments naturels contre les populations. Ce projet fou et dangereux, comme nous allons le voir ensemble, est déjà à l'œuvre depuis plusieurs décennies et les conséquences s'annoncent pour le moins cataclysmiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais préciser une ou deux petites choses. Cette vidéo est le fruit d'un travail qui s'est voulu le plus factuel possible. Mais des erreurs ou des imprécisions sont toujours possibles. Vous avez également le droit d'être d'accord ou pas avec moi. Seulement, avant que certains ne se mettent à créer la théorie du complot, j'aimerais juste qu'ils prennent la peine de vérifier en profondeur mes propos avant de se mettre à critiquer. Allez, c'est parti. HARP et les chemtrails. À quoi ça sert? Alors, commençons par la version officielle. Officiellement, le programme de recherche sur les hautes fréquences aurorales actives appelé HARP, pour en anglais High Active Auroral Research Project, financé par l'US Air Force, US Navy, l'Université d'Alaska et l'Agence de recherche pour les projets de défense avancée d'ARPA en anglais, mène des recherches scientifiques sur l'ionosphère afin de savoir comment ils peuvent s'en servir pour améliorer les systèmes de radiocommunication et de surveillance en dirigeant des ondes électromagnétiques contre l'ionosphère. L'ionosphère est la couche protectrice la plus éloignée de notre atmosphère. Je dirais même qu'elle est plus importante à la vie que la couche d'ozone. La vie sur cette planète existe seulement parce que l'ionosphère empêche la radiation nucléaire mortelle du Soleil, qu'on appelle le vent solaire, d'atteindre la surface de notre planète. Compte tenu de cette petite définition, est-ce que vous me croiriez si je vous disais qu'il est totalement sans risque de s'amuser à modifier cette ionosphère? S'amuser à changer son altitude, sa densité, ou bien d'autres choses encore plus étranges, juste pour faire plaisir à certains scientifiques et hommes de pouvoir? La réponse sans appel est bien évidemment non. Pour mener à bien ces prétendues recherches, les sites officiellement connus d'HARP sont couverts sur de grandes surfaces par des antennes. C'est ainsi que le site HARP de Gakona en Alaska compte 180 antennes couvrant une surface de 18 hectares qui servent à envoyer des faisceaux énergétiques dans l'ionosphère. Passons à présent aux chemtrails. Il a été dit haut et fort par les plus hautes instances politiques et scientifiques de ce monde que l'activité humaine, en ce début du XXIe siècle, est responsable du réchauffement climatique, encore appelé réchauffement global. Même l'ONU est montée au créneau avec le fameux rapport IPCC en collaboration avec Al Gore, qui est l'ancien vice-président états-unien, avec son fameux documentaire Une vérité qui dérange, The Inconvenient Truth en anglais, où il dénonce les effets du réchauffement climatique. Si vous regardez les 10 moyennes annuelles les plus élevées jamais enregistrées, elles l'ont toutes été ces 14 dernières années, et la plus chaude fut l'année 2005. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. Je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis. Ça, c'est en Patagonie il y a 75 ans et le même glacier aujourd'hui. Le Kilimandjaro il y a 30 ans et l'an dernier. D'ici 10 ans, les neiges du Kilimandjaro auront disparu. En fait, ce n'est pas tant une question politique qu'une question morale. Les températures sont en hausse partout dans le monde et cela provoque des tempêtes de plus en plus violentes. C'est la plus grande catastrophe de toute notre histoire. Au petit matin, l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans. Devons-nous nous préparer à une autre menace que la menace terroriste? Paramount Classics présente un film qui a créé un choc partout où il a été présenté. La fonte est plus rapide dans l'Arctique.
Si cela continuait, le niveau des océans monterait de 6 mètres. Et voici ce qui se passerait en Floride. Autour de Shanghai, 40 millions d'habitants. La région de Calcutta, 60 millions d'habitants. Manhattan, le mémorial du World Trade Center, serait sous les eaux. Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés et imaginez qu'il soit 100 millions. Nous devons agir ensemble pour résoudre cette crise planétaire. C'est notre survie qui est en jeu. Il n'a pas manqué d'ailleurs de faire le tour du monde pour conscientiser les masses sur ce dangereux phénomène et surtout de pousser tous les politiques qui voulaient l'entendre à faire du sujet du réchauffement planétaire, du réchauffement climatique, une de leurs priorités. Seulement, il se trouve que le dernier des Mohicans de la protection du monde contre le réchauffement global est sujet à de sérieuses controverses, surtout après le Climate Gate et la condamnation de son film documentaire, donc Une vérité qui dérange, par la justice britannique en raison de 11 imprécisions. Comprenez par là 11 mensonges sur les causes réelles du réchauffement. Bref, il fallait donc réagir en prenant des mesures capitales pour assurer la survie de l'humanité. À savoir, 1. Le contrôle des différents gaz à effet de serre en réduisant les niveaux d'émissions autorisés. 2. La mise en place du système de permis d'émission, très lucratif, qu'on appelle en anglais le Cap and Trade System. Et en parenthèse, c'est ce même Al Gore d'ailleurs qui gagne beaucoup d'argent avec ce système via ses sociétés. Comme quoi il perd pas le nord, le bonhomme. Al Gore a fait beaucoup d'argent avec son film Une vérité qui dérange. Et il est extrêmement bien positionné pour en faire encore davantage si jamais des politiques climatiques étaient signées ou si une taxe mondiale sur le carbone était implantée. Comme le rapportait le New York Times en novembre 2009, Al Gore a investi la majorité de ses revenus dans le marché du carbone. Il a fondé le Generation Investment Management, qui est dirigé par son partenaire David Bloom, un ancien dirigeant chez Goldman Sachs. Ce fonds est l'actionnaire principal du Chicago Climate Exchange, qui est la seule bourse du carbone en Amérique du Nord. Al Gore est sur le point de gagner le gros lot, et vous êtes sur le point de payer la facture. Et 3. Utilisation de la géo-ingénierie, qui consiste à manipuler délibérément le climat pour contrecarrer les effets du réchauffement climatique. Donc cela consiste à influencer la balance énergétique de la Terre et en réfléchissant la lumière du Soleil dans l'espace. Alors c'est ce genre d'idées que l'on retrouve dans des rapports comme le Global Warming and Ice Ages ou encore le Policy Implication of Greenhouse Warming, qui sont tous sponsorisés par le gouvernement états-unien, où il est suggéré de répandre de l'atmosphère de la poussière chimique afin de créer des nuages artificiels qui vont permettre de mitiger les effets du réchauffement climatique. Bon, pourquoi pas. Autre brillante idée, ces études suggèrent de déverser du fer dans les océans pour stimuler les planctons afin qu'ils puissent potentiellement manger le dioxyde de carbone qui s'y trouve. Ok. Ce qui est assez embêtant avec ce genre d'idées, c'est que même moi je ne suis pas scientifique, mais je trouve ça déjà assez douteux. Mais bref, poursuivons. Toujours est-il en tout cas que Mayonnaise a bien pris, vu que ces techniques ont largement dépassé le simple cadre de la théorie, dans la mesure où elles sont aujourd'hui employées. Des brevets d'ailleurs existent et qui décrivent le fonctionnement de ces équipements, des équipements qui permettent de mener à bien ces opérations d'aspersion de produits chimiques. Un des brevets les plus importants est le brevet Welbash de la Hughes Aircraft Company. Donc ce brevet décrivait déjà en 1991 18 techniques pour réduire le réchauffement global en dispersant dans la stratosphère de l'oxyde d'aluminium, de l'oxyde de thorium et des particules de Welbash. Comprenez par là des petites particules de métaux. Pour réfléchir donc la lumière du soleil, l'objectif étant environ de réfléchir 1% des rayons du soleil. Selon donc ce brevet, ces substances sont à vaporiser à une altitude de 7 à 13 000 mètres et les particules de métal doivent être comprises entre 10 et 100 microns. Ce ne sont que des détails qui ne sont pas plus importants que ça, mais ça vaut la peine de les donner. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que la Hughes Aircraft Company est une ancienne division de la Raytheon Corporation, qui est une entreprise avec un chiffre d'affaires d'à peu près 21 milliards de dollars, qui fournit du matériel militaire de haute technologie à l'armée américaine, qui est non seulement propriétaire de brevets liés à HAARP,
mais a également conçu et réalisé, me semble-t-il, le site HAARP qui est localisé en Alaska. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Donc pour ce faire, les gouvernements occidentaux ont commencé à répandre dans le ciel avec des avions qui pouvaient être aussi bien militaires que des avions de ligne commerciale, hein, donc British Airways, Malaysian Airlines, enfin un certain nombre de compagnies que vous prenez pour aller en vacances ou voir de la famille, bref. Et les traînées laissées dans le ciel par les avions ont été qualifiées de chemtrails, donc qui est la contraction de chemical et trails, qui signifie littéralement en français traînées chimiques. Nous y reviendrons dans quelques instants. Les autorités donc du monde moderne civilisé ont toujours nié l'existence de ces opérations d'épandage dans l'atmosphère, mais le scénario proposé dans le rapport IPCC en 2001 ressemble étrangement au brevet Walbach. Dans un communiqué de presse du 9 septembre 2009, au cours des préambules du sommet de Copenhague, 5 économistes, dont des prix Nobel, ont déclaré que la géo-ingénierie du climat est considérée comme le moyen le moins coûteux pour résoudre le problème du réchauffement global. On retrouve également ce genre de scientifiques lors de prises de parole sur TED. Soluble. This geoengineering idea in its simplest form is basically the following. You could put fine particles, say sulfuric acid particles, sulfates, into the upper atmosphere, the stratosphere, where they'd reflect away sunlight and cool the planet. And I know for certain that that will work. Not that there aren't side effects, but I know for certain that will work. And the reason is it's been done. Je ne sais pas combien ils sont fait payer pour dire des choses comme ça, mais manifestement ça marche. À présent, parlons de la triste réalité de ce que c'est dans les faits HAARP et les chemtrails. Après la rhétorique officielle, présentons donc HAARP comme il est réellement, c'est-à-dire l'une des plus performantes armes de destruction massive existant dans ce monde. HAARP est en fait un regroupement d'armes exotiques qui servent à transformer l'espace en une arme planétaire utilisant des ondes scalaires interférométriques, c'est-à-dire qui sont capables de créer des champs électromagnétiques à distance. Afin de mieux comprendre ce qu'est HAARP, faisons un peu d'histoire sur l'origine d'HAARP et la manipulation militaire du climat. Cet historique d'ailleurs est disponible dans le rapport d'études Case Orange du groupe Belfort qui a publié une étude indépendante fort intéressante sur la manipulation du climat menée par les États-Unis et ses alliés. La technologie sur laquelle HAARP est bâtie a été découverte par le scientifique Tesla au début des années 1900. Au cours de la Première Guerre mondiale, les avions créaient déjà des écrans de fumée pour s'en servir comme camouflage ou pour disperser du gaz moutarde. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'on se servait de plaquettes de brouillage en aluminium comme contre-mesure radar. Ensuite, nous avons eu le projet Cirrus, qui est le premier programme d'ensemencement de nuages par General Electric en collaboration avec l'US Air Force, US Navy. Il s'agissait donc d'un essai pour provoquer artificiellement la pluie. Il y a eu également des tentatives qui n'ont pas été couronnées de succès, comme en 1947, où une tentative de neutralisation d'un typhon par des cristaux de glace s'est soldée par un déluge dans la savane avec des dégâts estimés à peu près 20 millions de dollars. Les projets d'ensemencement ne sont pas arrêtés pour autant. Ils ont néanmoins continué via des opérations comme Storm Fury en 1962 ou Popeye en 1967, qui avaient pour but d'affaiblir les cyclones tropicaux avec de l'iodure d'argent. C'est ainsi d'ailleurs que pendant la guerre du Vietnam, la mousson a été prolongée de 35 à 45 jours. S'en est suivi le cas du supposé accident de Tchernobyl où Moscou a été protégé de radioactivité par des précipitations artificiellement provoquées. À partir de cette époque, la modification du climat est clairement devenue une arme. Comme vous pouvez vous en rendre compte, la modification du climat par la manipulation de couches nuageuses est une technique employée depuis de longues années, mais présentait certains problèmes, à savoir un coût élevé et un succès mitigé. Jusqu'au moment où les scientifiques ont découvert en 1974 une technique différente pour influencer les conditions atmosphériques, à savoir modeler la magnétosphère, c'est-à-dire la couche au-dessus de l'ionosphère, avec des ondes à fréquence extrêmement haute. Leur méthode consistait simplement à envoyer des ondes extrêmement basses pour découper un trou dans l'ionosphère qui allait générer un courant de particules capable de retomber vers la Terre sous la forme d'ondes à fréquence extrêmement basse. Donc ce sont ces ondes à fréquence extrêmement basse qui influencent les conditions atmosphériques et qui peuvent provoquer la pluie ou la sécheresse ou d'autres choses. C'est ainsi qu'en 1995, il y a eu la création d'Alaska, donc d'une entreprise à la fois militaire et civile appelée HAARP. Et cela m'amène à vous parler du brûlant rapport Owning the Weather in 2025.
Il s'agit en fait d'un ensemble d'études menées au sein de l'armée américaine qui a pour objectif le contrôle, pour ne pas dire le contrôle absolu de l'atmosphère et de l'espace. Ouais, il y a des gens comme ça qui décident que, allez, en 2025, nous allons nous approprier l'espace. C'est à nous, on en fait ce qu'on veut. Donc, ce rapport, donc, Owning the Weather in 2025, dont les principales lignes sont bien résumées d'ailleurs dans l'étude du groupe Belfort, précise les choses suivantes. Ensemencement des nuages avec de l'iodure d'argent, modification de l'ionosphère, contrôle des pluies et des tempêtes par la formation de nuages et de chemtrails, et de contrails, nous allons en parler dans quelques instants. Alors, pour bien vous donner une idée de l'importance du sujet, je vais vous donner 2 passages traduits du rapport Owning the Weather in 2025. Les évolutions actuelles sur le plan démographique, économique et environnemental créeront au niveau mondial des zones de tension qui, pour beaucoup de pays et groupements, rendront inévitable et effective l'exécution des possibilités de modification climatique. Ça, c'était la première. La deuxième. Aux États-Unis, la modification du climat sera une composante de la politique nationale de défense avec des applications internes et y compris des applications à l'étranger. Nos gouvernements mèneront des politiques à différents niveaux, selon et compte tenu des intérêts. Ça se passe de commentaires. Le groupe Belfort suppose que le système HAARP sera complètement opérationnel à partir de 2015, l'objectif étant d'obtenir un climat complètement contrôlable en 2025. En 2004, il y a eu l'introduction de Smart Clouds, en français du nuage intelligent, qui sont en fait des nanotechnologies qui permettent de créer de faux nuages intelligents qui peuvent s'assembler ou se désassembler à la demande, ou encore se déplacer pour mener à bien des missions qui leur sont assignées. À noter qu'il y a eu, après 2010, un accroissement de ces smart clouds de l'atmosphère. Entrons un peu plus en détail à présent dans le fonctionnement d'HAARP. HAARP est composé de 3 éléments en matière d'armement. On a un composant d'armement spatial. Comme dit un peu plus tôt, HAARP transforme l'ionosphère en une arme redoutable. Donc, il envoie depuis ses stations au sol un rayon d'ondes radio à haute fréquence sur certaines zones de l'ionosphère, ce qui provoque leur soulèvement et leur échauffement. Ces ondes électromagnétiques transforment la zone ciblée en une espèce de plasma, où elles sont ensuite réfléchies vers la Terre, cette fois-ci transformées en ondes à fréquence extrêmement basse. Ces ondes extrêmement basses pénètrent au passage tout ce qu'il y a dans la zone où elles sont orientées, à savoir les êtres humains, les animaux, bref, tous les êtres vivants. Ça pénètre même la matière, donc ça peut pénétrer le sol, enfin tout. Donc pour vous simplifier en fait à ce niveau-là le fonctionnement d'HAARP, dites-vous que c'est comme une espèce de micro-ondes géant extrêmement élaboré, voilà, qui chauffe des parties de l'ionosphère. Cela permet donc à HAARP de provoquer des pluies, des inondations, des sécheresses, des neiges abondantes, etc. dans les zones ciblées, mais aussi de rechercher avec précision à plusieurs kilomètres sous la terre des minerais, des tunnels, des caches d'armes, etc. Ou des gens qui se réfugient accessoirement. Donc voilà. Donc pour ceux qui doutent de cette information, il faut qu'ils sachent qu'elle est retracée d'ailleurs dans le journal officiel du Congrès américain. Et je pense qu'en cherchant sur Internet, ils pourront trouver. Et ce qui est intéressant de rajouter, c'est que le Sénat américain a même investi 15 millions de dollars en 1996 pour développer cette seule capacité. Le problème est que la fréquence nécessaire pour pénétrer la Terre est la même qui provoque des perturbations des fonctions mentales humaines. Elle peut aussi avoir des effets profonds sur les modèles de migration de poissons et des animaux sauvages qui se basent en fait sur un champ d'énergie calme pour trouver leur parcours migratoire. Laissez-moi à présent vous donner quelques mots déclarés en 1995 aux Nations Unies par le général Joseph Hachi, qui était à cette époque-là le commandant en chef du commandement spatial des États-Unis dans le cadre du programme Vision for 2020, qui est en fait un programme militaire états-unien visant à déployer des armes dans l'espace. C'est politiquement sensible, mais cela va arriver. Il y a des personnes qui ne veulent pas l'entendre, et il est sûr que ce n'est pas à la mode, mais absolument, nous allons nous battre dans l'espace. Nous allons nous battre dans l'espace et nous allons nous battre de l'espace.
C'est pourquoi les États-Unis ont des programmes de développement dans l'énergie dirigés et des mécanismes permettant de frapper pour tuer. Toujours en continuant à parler du contrôle de l'espace, le général Hachi a rajouté « Nous nous étendrons dans ces deux missions parce qu'elles deviendront de plus en plus importantes. Nous engagerons un jour des cibles terrestres, des navires, des avions, des cibles au sol. Nous engagerons des cibles dans l'espace, de l'espace. » En 1984, le capitaine Paul E. Tyler de l'US Navy, dans le rapport du Comité international sur les armes offensives à micro-ondes, a déclaré « En utilisant des radiations par radiofréquence de bas niveau, il peut être possible de rendre de larges groupes militaires sensibles à des quantités extrêmement dispersées d'agents biologiques ou chimiques vis-à-vis desquels la population non irradiée serait immunisée. Les applications potentielles de champs électromagnétiques seront très larges et peuvent être utilisées dans plusieurs situations militaires ou quasi-militaires. Certaines de ces utilisations potentielles incluent de s'occuper de groupes de terroristes, contrôler les foules, contrôler les brèches de sécurité d'installations militaires et contrôler les techniques antipersonnelles en guerre tactique. Passons ensuite au deuxième composant d'armement de HAARP. Donc, il s'agit d'un composant d'armement atmosphérique. Donc, HAARP utilise le plasma créé par la vaporisation des chemtrails dans l'atmosphère comme, premièrement, un moyen de transport des faisceaux qui sont émis depuis l'espace par HAARP, cela donc permet de viser avec une grande précision les cibles, et comme un moyen de démultiplication de la force de ces faisceaux dirigés vers la Terre. Ensuite, ça sert comme arme biologique et de contrôle mental contre les populations. Nous allons en parler un peu plus tard. Et troisièmement, HAARP est un composant d'armement terrestre. Donc les stations au sol de HAARP, qui se font passer pour de simples stations de recherche, constituent en fait des sources d'énergie du système d'armement HAARP. Et servent aussi à provoquer ce qu'on appelle des attaques tectoniques, c'est-à-dire à provoquer des tremblements de terre. Intéressons-nous à présent aux stations HAARP, les stations de HAARP. Il est difficile de connaître en fait le nombre exact de stations HAARP qui existent tout autour de la planète. Cependant, il s'agit de stations souvent camouflées, qui sont basées aussi bien sur Terre qu'en mer. L'on dénombre aujourd'hui plus d'une quinzaine de stations HAARP au sol dans le monde. Il y en a 3 aux États-Unis, donc en Alaska, dans la fameuse R51, à Long Island, une au Pérou, une au Brésil, une à Porto Rico, une au Royaume-Uni, une en Norvège, une en Russie, une en Chine, une au Japon, une en Inde, une en Australie, une au Groenland et une au Canada. Quant aux bases en mer, elles sont composées d'imposants vaisseaux militaires servant à porter un radar de type SBX, fonctionnant comme les stations au sol mais disposant d'une mobilité accrue. It seemed to glide along through the Strait of Juan de Fuca like a giant egg on a floating nest. You could catch a glimpse of it from neighborhoods and coastal cities. You could see it dwarf what it is a sea-based missile defense system, a radar globe plopped down on an oil rig platform that can self-propel itself into whatever position it's needed. Right now, it needs repairs at a Seattle shipyard, and it's generating a giant wake and a lot of interest and rumors. Ces vaisseaux incluent une centrale électrique, une passerelle de commandement, des salles de contrôle, des logements, des aires de stockage et les infrastructures nécessaires pour soutenir l'imposant radar. Pour la petite info, le radar SBX est conçu par la société Raytheon Integrated Defense System. La même société, en fait, les noms peuvent varier, mais en fait c'est le même groupe. C'est la même société qui détient donc le brevet de HAARP et qui a construit donc le site HAARP en Alaska pour le compte de Boeing. Ouais, les mêmes qui fabriquent des avions de ligne, mais qui sont également versés dans l'équipement militaire. Boeing, qui est par ailleurs le principal contractant sur le projet de radar SBX pour le compte de l'agence américaine de défense antimissile. À présent, parlons un peu plus en détail de l'aspersion par aérosol ou chemtrails. Lorsque vous regardez les avions passer dans le ciel, il y a deux principales formes de traînées que vous voyez derrière eux. D'un côté, nous avons les contrails. Il s'agit de la condensation de la vapeur d'eau émise, émise par les gaz d'échappement des avions.
Donc la caractéristique majeure des chemtrails est que ces traînées sont éphémères. Hein. Vous voyez la traînée se dissiper derrière l'avion au fur et à mesure qu'il avance. Donc les avions actuels équipés de moteurs plus puissants peuvent générer des traînées un peu plus persistantes sur des longueurs de 30 à 40 km. Même si ce n'est pas le but de cette vidéo, je tenais quand même à faire un point sur une idée reçue disant que les chemtrails n'ont pas d'effet sur le climat. C'est une idée assez saugrenue d'ailleurs qui est défendue par beaucoup de météorologues, de climatologues, de météorologistes et responsables de milieu de l'aviation. Encore une fois, je ne sais pas qui les paye ou qui leur demande de se taire, mais voilà. C'est très simple à vérifier. Hein. Pour regarder sur Internet, vous verrez que la composition des chemtrails est la suivante. Dioxyde de carbone, vapeur d'eau, oxyde d'azote, dioxyde de soufre, de la suie et quelques autres produits qui sont tout sauf bénéfiques pour l'environnement et même l'homme. Donc, ce sont des composants chimiques qui sont tout sauf bénins. Donc, de plus, les chemtrails affectent le temps et d'ailleurs voilent le ciel après leur passage. Ensuite, nous avons les chemtrails, qui sont la fusion, donc, comme nous l'avons vu un peu plus tôt, des mots chemical et trails, qui signifient littéralement en français traînées chimiques. Contrairement aux chemtrails, ces traînées sont plus persistantes. Elles durent des heures dans le ciel après le passage des avions et se déploient au point de finir par ressembler à des nuages. Souvent, cet épandage se fait en quadrillant le ciel sur de très très grandes surfaces. Bien sûr, officiellement, les États impliqués nient leur réalité, sauf l'URSS et la Chine. Des justifications assez douteuses sont parfois apportées, comme le cloud seeding, qui donc est l'ensemencement des nuages dont nous avons parlé un peu plus tôt, donc, qui consiste à influencer le climat pour favoriser ou éviter les précipitations. Toujours est-il que les opérations d'aspersion secrète de chemtrails dans l'atmosphère, tout autour de la planète, ont transformé l'atmosphère de la Terre en une sorte de plasma permettant de s'en servir comme arme. Et parmi les applications des chemtrails, nous retrouvons des opérations biologiques, donc incluant tout ce qui s'apparente à l'utilisation d'armes biologiques contre les populations. C'est le cas d'ailleurs de la fameuse maladie cutanée des morgelons, une maladie dont les symptômes comprennent des lésions cutanées qui vont de l'imperceptible à la défiguration, des sensations de rampement et de grouillement sur et sous la peau, et l'apparence de fibres et ou de granules sortant de la peau. Les cas d'ailleurs n'arrêtent pas de croître un peu partout dans le monde. Deuxièmement, nous avons les opérations militaires telles que la détection avancée de technologies de propulsion comme les missiles, les avions ou encore les navires de combat qui sont interceptables depuis l'espace façon guerre des étoiles. Troisièmement, nous avons les opérations électromagnétiques. Les nanotechnologies contenues dans les chemtrails permettent de diriger en fait les ondes émises par les satellites DARP qui sont dans l'espace. Les chemtrails sont aussi utilisés comme armes de contrôle en masse des esprits, mais nous allons y revenir un peu plus tard. Quatrièmement, nous avons les opérations de modification de l'environnement et les guerres climatiques. Il s'agit d'utiliser donc ARP et les chemtrails afin de provoquer des sécheresses, des inondations, des chutes de neige. Ce qui, au passage, constitue une violation du traité de 1978 contre les modifications de l'environnement consignées les mêmes nations qui jouent aux apprentis sorciers, ou Harry Potter de la météo aujourd'hui. Cinquièmement, nous avons les opérations géophysiques qui incluent donc la guerre tectonique. Comprenez par là l'usage donc de tremblements de terre provoqués à des fins militaires. Sixièmement, on a un système secret de surveillance avancé de toute la population de la Terre, utilisé donc avec ARP. Donc, il faut savoir que les nanotechnologies contenues dans les chemtrails, donc utilisées conjointement avec ARP, permettent de retrouver une personne sur la base de sa signature bioélectrique. Alors, à présent, faisons un peu le tour des pays qui sont touchés par la géo-ingénierie. Voici une liste non exhaustive, vous vous en doutez bien, des pays où il est reporté des manipulations régulières du climat. On a l'Australie, l'Autriche, la Biélorussie, la Belgique, la Bosnie, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Ukraine, les USA, Singapour. Et à présent, voici quelques autres pays qui reportent donc des actions en matière de géo-ingénierie, mais de manière occasionnelle. Donc on a l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Japon, le Mexique, le Panama, le Pérou. Bon,
il y a quand même une remarque importante à faire, hein. Nombreux sont les pays qui n'ont pas aisément accès à Internet ou encore n'ont pas conscience de la géo-ingénierie. D'où le fait qu'ils ne reportent pas d'activité qui y soit liée, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont épargnés pour autant. Alors que contiennent les chemtrails ? Plusieurs analyses en laboratoire ont révélé ce que les chemtrails contiennent. Nous n'avons pas passé en revue les effets de ces composants, cela serait trop long. Mais lorsque nous verrons les effets sur la santé des chemtrails, vous comprendrez que l'affaire n'est pas à prendre à la légère. Aluminium, sel de barium, arsenic, oxyde d'aluminium, qui d'ailleurs au passage provoque des dommages sur le cerveau et entraîne la destruction de la végétation. On a les bacilles et moisissures, on a du cadmium, qui souvent combiné au barium, attaque le système squelettique et les tissus. Il contribue aussi aux arrêts cardiaques, augmentation de la pression sanguine, etc. On a du calcium, du chrome, du bacille pyocyanique, on a les streptomys, les entérobactéries, on a du sang déshydraté. Pourquoi faire ? On ne sait pas. On a du dibromure d'éthylène, on a de l'entérobactère clacoal, oui, ça doit être ça. On a du plomb, du mercure, du méthylaluminium, des spores de moisissure, des mycoplasmes, des nanoparticules d'aluminium recouvertes de fibres de verre, du triofluore d'az, du nickel, du césium radioactif, du thorium radioactif, du sélénium, de l'argent. On a plein d'autres bacilles et moisissures toxiques capables de produire des maladies cardiaques, béningites, ainsi que de graves détresses respiratoires et gastro-intestinales. On a du uranium, des bactéries non identifiées, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Des particules submicroniques qui contiennent des trucs biologiquement vivants, très difficiles à identifier également. Du titanium, on a également des globules humains, des globules blancs humains qui contiennent un enzyme bien particulier qui est utilisé dans les laboratoires de recherche pour couper et combiner l'ADN et bien d'autres choses. Alors, la question que je pose à ceux qui nous aspergent en permanence de produits toxiques, de sang séché, de bactéries ou autres, est de savoir s'ils luttent contre le réchauffement climatique ou s'ils luttent contre nous. On ne sait jamais, il suffit juste de préciser pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Comme ça, c'est évite de poser des questions. En tout cas, la seule chose que je peux dire est que tout le monde n'est pas dupe, hein. Poursuivons. Après vous avoir dit de manière non exhaustive ce que l'on trouve dans ces traînées toxiques, parlons à présent de la concentration de ces produits dans l'air. Le 5 janvier 2008, une étude des particules d'air a été menée à Phoenix, aux États-Unis, et les résultats sont pour le moins effrayants. La concentration de barium était 278 fois supérieure à la limite autorisée. Celle de manganèse, 5820 fois supérieure. Celle de zinc, 593 fois supérieure à la limite autorisée. Celle de cuivre, 98 fois. Cadmium, 126 fois. Chrome, 126 fois. Nickel, 169 fois. Aluminium, 6400 fois. Fer, 28 000 fois. Magnésium, 5,3 fois. Potassium, 793 fois. Sodium, 15,9 fois. Effectivement, avec ça, avant de lutter contre le réchauffement climatique, on aura lutté contre toute l'humanité. Le même genre d'étude a été menée à Vancouver, au Canada, en 2010, et les résultats sont tout aussi inquiétants. L'aluminium a été mesuré à une concentration qui est 15,8 fois supérieure à la limite autorisée, l'antimoine 63,3 fois, l'arsenic 418 fois, le barium 5,3 fois, le chrome 6,4 fois, le cuivre 9 fois, l'argent 43,5 fois, le plomb 15,7 fois, le manganèse 513,8 fois, le nickel 10,7 fois et le zinc 7,5 fois.